Nous sommes à Cornimont, 3200 habitants, dans les Vosges. La commune est particulièrement touchée par le Covid-19, comme en atteste le registre des pompes funèbres. Nous avons eu donc 47 décès sur le mois, avec effectivement 32 décès Covid-19. 47 décès, c'est 4 fois plus que d'habitude. Le virus est arrivé sans prévenir, faisant sa première victime le vendredi 6 mars. Il s'est attaqué à cette maison de retraite, un établissement public, s'infiltrant dans les chambres des résidents et parmi les soignants. Le Coirroge est le premier EHPAD à avoir été gravement touché en France. Masques et combinaisons intégrales pour entrer dans la maison de retraite contaminée et emmener les cercueils un à un. Dans cet EHPAD des Vosges, le Coirroge, un premier cas de coronavirus a été détecté début mars. Depuis, les uns après les autres, des soignants et des personnes âgées ont été testés positifs. Le Covid-19 a tué 25 personnes âgées en 15 jours. Les 2/3 des 115 résidents auraient été atteints par le virus. Que s'est-il passé dans cet établissement ? Sophie Vinel, la directrice, a accepté exceptionnellement de nous ouvrir ses portes pour témoigner du traumatisme qu'ont subi les résidents et le personnel et de son manque de moyens. Pour entrer dans l'enceinte de l'établissement, il va falloir donc respecter les mesures barrières, déjà se laver les mains. Avant d'entrer, nous devons nous désinfecter, enfiler une combinaison et prendre notre température. 37,7. C'est bon. Au-delà de 38, on peut pas rentrer. Ouais. Nous désinfectons également notre matériel de tournage. Depuis combien de temps est-ce qu'on a Cet équipement depuis début mars, en fait, depuis l'apparition de notre premier cas. Ouais. Ici, on ignore encore comment le virus est arrivé. Avec cette tragédie, c'est tout un établissement qui est bouleversé. Les couloirs sont vides. À cet étage, les résidents sont confinés dans leurs chambres. C'est là où a commencé en fait l'épidémie, dans ce service. Le jour de notre tournage, la protection civile a été appelée en renfort pour décontaminer la chambre d'un résident décédé 12 jours auparavant. Vous ne pouvez pas rentrer dans cette pièce parce que c'est une pièce où une personne est décédée. Donc on désinfecte tous ces objets. On a une liste des affaires que la personne souhaite, la famille souhaite récupérer. Il y a des objets que vous n'arrivez pas à nettoyer, par exemple ? Bien sûr, tout ce qui est en laine, donc on ne peut pas les garder, malheureusement pour les familles. On fait le maximum. En fait, tout ce qui va à la destruction, on le met dans 2 sacs noirs, donc voire 3, voire 4, pour pas que ça soit percé. Et en fait, c'est détruit. Chaque chambre est décontaminée 2 fois. Le personnel de l'EHPAD n'est pas suffisamment nombreux pour désinfecter à lui seul toutes les surfaces touchées. Ce jour-là, pour effacer toute trace du virus, il faudra 5 heures et 5 bénévoles. Moi, je travaille dans la prévention des risques professionnels et je suis bénévole depuis 17 ans à la protection civile. Donc quand une crise comme ça arrive, on réfléchit pas, on y va. Le personnel a été dévasté par la fulgurance du virus. On est formé à ça, mais pas à une telle tragédie, quoi. 25 résidents en quelques jours, c'est absolument pas... On n'est pas préparé à perdre autant de résidents dans ces conditions. C'est terrible, terrible pour les équipes. On a des liens qui se sont noués entre les résidents et les équipes, c'est évident. On accueille des résidents depuis des années. On avait une résidente depuis plus de 40 ans et qui est partie en 2 jours. Donc c'est ça qui est bouleversant, quoi. En notre présence, le personnel a souhaité cacher le nom des personnes décédées avec des papiers blancs. Quand on passe à côté de ces portes, c'est éprouvant de ne plus voir ces personnes. Donc ça laisse un grand vide, aussi bien pour le personnel que pour les autres résidents qui se sont aperçus de leur disparition. Joëlle est infirmière depuis 20 ans et Isabelle est soignante ici depuis 35 ans. Ni l'une ni l'autre n'auraient imaginé vivre ça. Au fil des jours, les personnes malades commençaient à vraiment augmenter. Ensuite, on a une personne qui est partie en hospitalisation et qui a été testée donc positive.
Et donc à partir de là, voilà, c'était la descente aux enfers. On a dû mettre aussi plusieurs résidents sous oxygène parce que ils avaient des gros problèmes respiratoires. Et voilà, ça a pris des proportions au fil des jours affreuses. À partir du moment où nos résidents les plus fragiles, où on a vu qu'ils commençaient à avoir des difficultés pour respirer, qu'on pouvait plus les lever, qu'ils avaient du mal de manger, que là, on s'est dit, on va probablement avoir des décès. À partir de là, moi je me suis dit, oh là là. On savait que, clairement, on savait qu'ils allaient mourir et on savait que les familles seraient pas là, qu'ils seraient tout seuls, donc nous on a fait ce qu'on a pu. C'était ça le plus terrible, que les gens soient seuls. Je me souviens d'un jour où j'ai eu pas mal de résidents, malheureusement, qui nous ont quittés. Et de devoir appeler les familles l'une après l'autre pour leur annoncer le décès de leurs proches. C'est affreux. Affreux. Donc on le fait, on les appelle, en sachant que la famille n'a pas pu être malheureusement là dans ces moments-là. Et on pleure avec eux au téléphone. J'ai pleuré avec une famille au téléphone, oui. On a l'habitude d'accompagner les résidents jusqu'à la fin, donc on fait la toilette mortuaire, on les fait beaux, on s'en occupe. Là, on les a mis dans une housse et on a refermé la housse. Et on a marqué la date de naissance et la date de décès sur la housse. Une fois les sacs mortuaires fermés, les soignants ont dû les descendre au sous-sol pour les transférer aux pompes funèbres. Beaucoup de résidents se sont éteints dans leur chambre. L'épidémie a été tellement rapide que souvent, les patients sont morts avant même l'arrivée du médecin ou des urgences. Donc derrière cette porte, il y a une personne qui a été testée positive au Covid-19. Donc ces personnes restent exclusivement dans leur chambre, elles ne sortent pas. C'est une épée de Damoclès un peu au-dessus de la tête, on va dire. Ça fait 1 mois qu'on baigne dedans, on va dire. Donc voilà, au fil des jours, on apprend à gérer notre peur. 1 mois aussi que les personnes âgées qui vivent entre ces murs côtoient la mort de leur dernier compagnon de route. De dire un petit mot à la télé. Tous nos décès qu'on a eus, des personnes qui me tenaient à cœur. Hein. Oh là là, c'est atroce. Quand je voyais les pompes funèbres, les petites dames qui mangeaient à côté de moi, elles ne sont plus là. C'est vrai que c'est triste. Ça fait quand même des dégâts. Oui, c'est vrai. Bonjour madame. Vous connaissiez certaines des personnes qui sont décédées suite à ce virus? Oui, je les connais. Elles mangeaient avec moi. Mais vous savez, elles étaient vieilles. Hein. Coucou! Malgré le choc, malgré la maladie qui rôde toujours, il faut continuer à prendre soin des résidents. Est-ce que c'est bon? Qu'est-ce qui se passe? Si la vie continue pas, c'est la cata la plus totale, parce que là, c'est déjà la cata, mais alors, alors là, on n'a plus personne, hein, parce qu'ils mangent pas. Ils mangent pas. Joël prend 2 fois par jour la température des résidents. Regardez, c'est bien. Merci. D'accord? Récemment, le ministère de la Santé a demandé à ce que tous les pensionnaires soient confinés dans leur chambre. Une mesure difficile à mettre en pratique. Surtout avec des personnes atteintes de troubles cognitifs qui ne comprennent pas pourquoi il faut porter un masque. Vous savez, en ce moment, il y a un virus dans la maison. Et qu'est-ce que c'est ça? C'est pour pas qu'on donne le virus à tout le monde. Ah, vous pouvez... Oui, moi, mais vous aussi. Non. Vous voulez pas? Non. On essaye de mettre le masque? Non. 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 Après, elle risque de s'énerver et puis ça va être encore pire que tout. Et puis on peut pas forcer les gens. Après, c'est vrai qu'elle n'arrive pas à comprendre la nécessité du masque, mais
on reste quand même humain et on ne fait pas de soins de force. Ils ont ce besoin de déambuler et ils vont dans les chambres des fois des autres résidents et le virus se propage et voilà, c'est difficile à gérer. C'est pour ça qu'il faut du personnel présent, mais on ne peut pas les enfermer. Lorsque l'épidémie s'est déclenchée, Sophie Vinel a immédiatement alerté les pouvoirs publics, l'Agence régionale de santé, l'ARS, la préfecture et le département. La directrice demande du renfort en personnel pour pouvoir s'occuper de ces 115 résidents. En vain. J'étais en mode combat, quoi. J'ai tous les soirs mangé la même chose pour ne pas réfléchir à... On se blinde pour tenir, en fait. Voilà. En fait, dans le feu de l'action, moi, j'ai pas eu d'état d'âme. Enfin, je me suis vraiment dit, il faut protéger les équipes, protéger les résidents, éviter que ça ne s'aggrave. Je savais qu'on allait avoir des décès. Hein. Ça, c'était, je le voyais. Donc, c'est encore plus urgent de trouver du matériel pour protéger les équipes et puis du renfort pour assurer les soins auprès des résidents. Et les alertes auprès du conseil départemental, de l'ARS et de la préfecture. Trouver des extracteurs d'oxygène, trouver des perfs. On a vraiment galéré pour trouver tout ça, quoi. Sophie Vinel affirme avoir relancé l'ARS par téléphone pendant plusieurs jours, sans réponse. Elle envoie alors un mail de détresse dans lequel elle demande en urgence la marche à suivre. En attendant, tout le personnel est monté au front. Au bout d'une semaine, l'ARS finira par envoyer des renforts de l'extérieur. Vous voici dans le bureau des cadres de santé, donc Béatrice qui est cadre de santé et Audrey qui nous a rejoints pour faire face à cette épidémie. Ce qui s'appelait un bureau. Oui. Auprès des entreprises. Nos fournisseurs, quand on les a appelés pour passer commande, ils nous ont dit livraison fin avril. C'est-à-dire combien de temps plus tard? 2 mois. Voilà, c'est pour ça qu'on était en situation de panique. Hein. Quand on a vu le dernier carton de blouse, moi je voyais le dernier carton de blouse qui se vidait et je me suis dit vraiment comment est-ce qu'on va faire, quoi. Comment annoncer aux équipes qu'on n'a plus de blouse? Et puis juste à temps, on a eu des dons. C'était un miracle. Ouais. On a des charlottes d'un parc aventurier. Voilà, c'est les charlottes qui mettent sous les casques dans le parc aventurier. On a une pharmacie qui nous a fabriqué du gel, des combinaisons de menuiserie, de peintres. Voilà. Tout ce carton nous a été offert par une entreprise de désamiantage locale. La directrice reste sur la réserve. Un homme est plus accusateur. Christophe Negelen, le député de sa circonscription, a été un des premiers à interpeller le ministre de la Santé à l'Assemblée nationale. La parole est à monsieur Christophe Negelen. Nous ne pouvons que déplorer le manque chronique d'équipements et plus particulièrement le manque de masques de protection. Il accuse les autorités sanitaires de la région d'avoir tardé à comprendre l'ampleur de la catastrophe à Cornimont. Lorsqu'on a signalé à l'ARS notamment qu'on couvait une crise avec ce qu'on a pu voir à Cornimont, la réponse s'est faite attendre. Notamment de l'ARS qui, suite à des courriels de directeurs ou de directrices d'EHPAD, suite à des appels d'élus, les réponses sont venues 1, 2, 3 jours plus tard, alors que ce qu'on demandait à ce moment-là, c'était de la réactivité et surtout on les alertait sur ce qui se passait sur le terrain, sur ce qui se passait dans nos hôpitaux, sur ce qui se passait dans nos EHPAD et qu'on était toujours dans l'attente d'une réponse de l'administration et ça, moi, je le regrette et ça me met en colère. Nous avons sollicité l'Agence régionale de santé Grand Est. Sa déléguée départementale des Vosges reconnaît timidement que les décisions ont été prises un peu tard. Est-ce que vous avez répondu à ces premiers appels de la directrice de l'établissement? Alors là, je peux pas vous répondre. Je sais pas. Je sais plus. Enfin, franchement, ça date d'il y a 1 mois. Je sais pas vous dire. C'est là qu'effectivement, il y a eu un manque de réactivité, un manque de prise en compte.
Effectivement, peut-être qu'il y a un petit temps de mise en œuvre, lié aussi à des difficultés d'approvisionnement en masques, lié à des dons qui sont là, mais qu'il faut qu'on puisse organiser et gérer. Voilà, moi, mon travail, c'est de faire en sorte qu'on amène un résultat le plus rapidement possible. Alors, peut-être qu'il y a eu des loupés, peut-être qu'on a fait des erreurs, peut-être qu'on aurait dû être encore plus vigilant, à un niveau de vigilance qui s'est engagé quand même très vite. Nous aussi, au sein de l'administration, on a été chamboulés de cela, dans la mesure, dans la perception, dans la compréhension, pour pouvoir être le plus réactif et le plus pertinent possible dans nos réponses. Aujourd'hui, l'EHPAD de Cornimont se relève avec prudence. Il y a encore une personne malade à l'intérieur. L'établissement continue de recevoir le soutien d'entreprises locales pour le matériel, d'infirmiers pour le personnel. Mais cette tragédie aura emporté 25 résidents et marqué tout un village. Cette crise sanitaire touche aujourd'hui de nombreuses maisons de retraite. Au moment de notre tournage, le nombre de décès en EHPAD représente au moins 31% des morts du Covid-19 en France. Des familles de résidents affirment qu'on les informe mal des cas de coronavirus. Nous avons été alertés par plusieurs témoignages dans cet établissement de la banlieue parisienne, à Clamart. Lorsque nous filmons, il y a quelques jours, des ambulanciers viennent chercher un malade touché par le virus. Vous venez chercher un patient ? Oui, un patient du Covid. Un patient du Covid ? Qui est transféré de cette maison de retraite dans un autre centre, apparemment, je pense, plus équipé, plus perfectionné pour affronter ce genre de maladie. Ce samedi matin, Olivia Mokijewski vient d'apprendre la disparition de sa grand-mère qui vivait là-bas depuis des années. Elle appelle un proche pour régler les formalités de son décès. Je veux bien que tu prennes en photo toutes les pages du livret de famille et que tu me prennes en photo aussi la carte d'identité de ma grand-mère. Parce qu'en fait, c'est les pompes funèbres qui me demandent. Merci, à plus tard. À plus tard, au revoir. Hermine, sa grand-mère, avait 96 ans. Elle est partie en 10 jours, emportée par le Covid-19. Sa petite fille, Olivia Mokijewski, accuse la maison de retraite de ne pas l'avoir alertée sur l'état de santé de sa grand-mère. Depuis le confinement, elle avait pris l'habitude de communiquer avec elle par appel vidéo. Au fur et à mesure des communications, Olivia découvre que sa grand-mère est de plus en plus faible. Elle alerte la direction. Ce qui me met autant en colère aujourd'hui, c'est que j'ai vu le truc arriver. C'est que je l'ai vu en direct. En fait, sur les quelques minutes que j'avais de Skype tous les 2 jours, je voyais ce qui se passait. Alors comment moi, je pouvais voir en 5 minutes l'état de ma grand-mère, sa dégradation, ce qui se passait, et comment des gens qui étaient avec elle au quotidien n'ont rien vu et n'ont surtout pas alerté. Très inquiète, Olivia Mokijewski veut savoir s'il y a des cas de Covid dans la maison de retraite. Elle reçoit ce mail en réponse. À ce jour, nous n'enregistrons aucun cas de coronavirus parmi nos résidents, ni nos salariés. Ne parvenant plus à joindre sa grand-mère, Olivia finit par envoyer sur place un ami médecin. Et là, je fais venir quelqu'un de mon entourage qui est médecin et qui arrive en fin d'après-midi et qui la trouve dans un état désespéré. Elle est en train de mourir sur son lit, recroquevillée, entièrement déshydratée. Le médecin demande qu'Hermine soit hospitalisée en urgence. Au même moment, d'autres familles que nous avons contactées s'inquiètent également pour leurs proches. L'une d'entre elles alerte même le ministère de la Santé et envoie ce signalement à l'ARS. Bonjour, il y a de nombreux dysfonctionnements dans la maison de retraite Bel Air à Clamart. Maison de retraite de 100 lits. Il n'y a qu'une infirmière pour l'ensemble de l'établissement. Pas de masque. Nous avons signalé à ARS du 92. Pas de nouvelles à ce jour. Nous avons réussi à joindre un personnel soignant qui travaille ici depuis plusieurs années. Nous lisons son témoignage que nous avons recueilli
anonymement. Selon lui, la direction ne voulait pas entendre parler du coronavirus. Une cadre me demande si une malade a eu le Covid. Je lui dis « Oui, madame ». Elle me dit « On a fait le test. Tant que le test n'est pas positif, on ne peut pas parler de Covid. » Comme si dire que le résident était décédé d'un Covid était tabou. Ça veut dire qu'il faut cacher. La maison de retraite nous a caché le fait qu'il y avait des cas de Covid-19. Officiellement, la maison de retraite n'a déclaré qu'un cas de Covid-19, qui est celui de ma grand-mère. Ma grand-mère, j'ai pas pu aller lui dire au revoir, j'ai pas pu aller à l'hôpital, tellement elle est contagieuse. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc, ce manque de rigueur, ce manque de transparence, aujourd'hui, clairement, pour moi, a coûté la vie de ma grand-mère. Finalement diagnostiquée positive au Covid-19, Hermine, la grand-mère d'Olivia Mokijewski, n'ira pas en réanimation par manque de place et mourra loin de ses proches dans un service de gériatrie. Au moment de la finalisation de ce reportage, la direction de l'établissement n'avait pas répondu à nos questions. À l'autre bout de la France, d'autres familles sans nouvelles de leurs proches sont en colère. À l'EHPAD La Riviera de Mougins, dans les Alpes-Maritimes, un établissement du même groupe privé, 34 résidents sont décédés depuis le début de l'épidémie. 14 soignants ont été testés positifs. Selon une infirmière qui y a passé une journée en tant qu'intérimaire, l'établissement n'aurait pas mis tous les moyens pour lutter contre l'épidémie. Elle a accepté de témoigner anonymement. Ce que j'ai pu constater à mon arrivée, c'est que le personnel n'était pas protégé à la hauteur du risque. Je l'ai compris en ouvrant les portes et que je voyais ces corps giser. Et quand j'ai fait une prise de sang, la première à qui j'ai fait une prise de sang, que je l'ai touchée, qui était brûlante, j'ai pris sa température, j'ai vu qu'elle avait 40. Je me suis dit, mais c'est Covid, quoi, c'est pas possible autrement. Finalement, j'ai découvert au cours de cette matinée qu'il n'y avait pas que ces personnes-là, il y en avait dans tous les étages. Qu'est-ce que ça aurait changé de le savoir? Ça aurait permis aux professionnels qui intervenaient de prendre des réelles mesures. Ils n'ont pas mesuré que c'était une pandémie. Pour les familles à l'extérieur, impossible d'avoir des informations sur ce qui se passe derrière ces murs. Elles apprendront qu'il y a eu des morts dans l'établissement, dans un article du journal local. Michel Coquille n'a pas pu rendre visite à sa mère depuis 1 mois. Chaque jour, elle téléphone pour que sa mère, qui d'après le personnel de l'établissement n'est pas touchée, soit isolée des cas des malades du Covid. Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est Michel, la fille de Madame Barraud. Je téléphone pour savoir un petit peu. Ça y est, vous avez déménagé dans les étages ou elle est toujours dans sa chambre? Non, elle est toujours dans sa chambre. D'accord. Pour l'instant, donc les changements n'ont pas encore été faits pour tout le monde. C'est la même réponse depuis plusieurs jours. Sa mère n'a toujours pas été isolée des étages infectés. Bonne journée à vous, à plus tard. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, c'est toujours, on doit faire les choses. Oui, on doit, mais demain. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer demain? Après-demain, j'en sais rien. Je ne sais pas. Le plus dur pour elle, c'est que sa mère est à quelques mètres de distance. Mais elle ne peut rien faire, pas même l'apercevoir par la fenêtre. La chambre de ma mère est ici, au 2e étage, à côté de la fenêtre ouverte. Vous voyez, l'autre fenêtre. Voilà. Nous avons contacté l'ARS. Même elle a eu du mal à obtenir des informations sur la gravité de la situation dans l'établissement. Fin mars, l'agence demande à 3 reprises à l'EHPAD s'il manque de masques et de personnel. La maison de retraite répondra ne pas rencontrer de difficultés. J'en veux, je vous dis, à la direction et aux personnes qui ont donné les directives et qui je n'ai pas pris la chose au sérieux parce que c'est quand même tellement grave, ça semble incroyable, mais qui n'ont pas agi tout de suite. Pourquoi on a attendu 15 jours, 3 semaines pour isoler le personnel malade des résidents? Pourquoi on a attendu aussi longtemps? Résultat, le nombre de morts, il a augmenté de façon exponentielle et il va continuer. Ça, j'en suis sûre. J'en suis certaine. Je leur en veux beaucoup. Oui. Scandalisées par l'attitude de la direction, certaines familles aujourd'hui portent plainte. C'est le cas d'Arnaud. Sa grand-mère vivait dans cette EHPAD depuis 1 an et demi. La dernière fois qu'il lui a parlé, c'était pour fêter ses 94 ans le 24 mars dernier. Le 30 mars, la coordinatrice lui donne des nouvelles rassurantes de sa grand-mère. Pourtant, elle décédera ce jour-là.
Ma grand-mère est morte seule. Je pense qu'elle avait l'impression d'être abandonnée dans cette chambre parce que plus de nouvelles de nous. On ne sait pas si elle a été nourrie, correctement, si elle a été hydratée correctement. À quelle heure véritablement elle est morte, quel jour, puisque voilà, on est dans l'inconnu total, on n'a absolument aucune information. On a demandé de quoi était-elle décédée, forcément. On nous a dit secret médical, alors qu'on est la famille, je veux dire. On a voulu parler au docteur en charge à l'EHPAD à ce moment-là. On nous a dit non, c'est interdit. Arnaud apprendra la cause de la mort de sa grand-mère par le personnel des pompes funèbres, qui a eu accès au certificat de décès. D'après lui, le médecin aurait indiqué une forte suspicion de Covid-19. Aujourd'hui, avec plusieurs familles, il lance une plainte collective pour mise en danger de la vie d'autrui, non-assistance à personne en danger et homicide involontaire. Contacté, la communication de Corian nous a adressé un mail. Sur la recommandation de l'ARS, 3 secteurs distincts vont être mis en place au sein de l'établissement. Les équipes de l'ARS ont pu constater que l'établissement disposait d'équipements de protection en nombre suffisant et que les effectifs étaient jusqu'alors en nombre également. À Mougins, dans un courrier adressé aux familles, l'EHPAD fait état de 75 résidents testés. Selon le directeur, 33 seraient positifs.